Nous sommes à l'ouest de la Guyane, le plus grand département français. Là, on a un petit peu de vent, donc ça fout un peu. Pour découvrir ce territoire d'outre-mer, un seul moyen, l'hydravion. Marc d'Abrigeon est venu ici en vacances il y a plus de 30 ans. Il n'en est jamais reparti. Libre comme l'air, il ne se lasse jamais des paysages qu'il survole. Regarde. T'as vu tous ces paysages qu'on a autour, toutes ces conditions et rien que pour nous. La Guyane ne ressemble à aucun autre territoire français. Moi, mon luxe, il est là. Je peux rester des heures à contempler ces paysages. Cette merveille de la nature, c'est l'Amazonie française. À l'intérieur, il y a un parc national. C'est l'espace protégé de forêt tropicale le plus grand du monde. Tout ça arrive pour nous. Il n'y a pas de touristes. N'importe où ailleurs, il y aurait des centaines de touristes. Donc il faut continuer à parler des serpents, des araignées et des moustiques. Les jaguars aussi, ou d'autres animaux qui peuplent la forêt. Le massif forestier couvre plus de 95% du territoire. C'est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'il absorbe et stocke le carbone pendant des siècles. Il évite ainsi que des tonnes de gaz à effet de serre se répandent dans l'atmosphère. Les scientifiques et les agents forestiers sont donc aux tout petits soins pour cet écosystème qui reste pourtant menacé par la hausse des températures. Si on passe ce seuil des 32 degrés, on risque d'avoir un point de bascule à partir duquel les forêts vont se mettre à émettre du carbone. Plus de carbone dans l'atmosphère, c'est une augmentation des températures partout dans le monde. Ici, le changement climatique a déjà des effets, avec des inondations exceptionnelles, comme celle de mai 2022 sur les bords du fleuve Maroni. Sur le littoral, ce sont des vagues submersives, comme ici, à Awala-Yalimapo, ou plus loin, à Kourou, où la mer gagne du terrain et menace les propriétés. Là, le préfet a dit au maire de Kourou, tu dégages de rangées de maisons. À plus de 7000 km de Paris, la Guyane est un autre monde. Elle est située sur le continent sud-américain et bordée par l'océan Atlantique. On a les frontières avec le Suriname, le plus petit pays d'Amérique du Sud, et frontières avec le Brésil, le plus grand pays d'Amérique du Sud. Coincé entre deux pays, ce département français d'outre-mer est aussi grand que le Portugal. Il compte près de 300 000 habitants. Cayenne est la capitale. Kourou, avec son centre spatial, son poumon économique. Ce qui saute aux yeux, c'est la couleur omniprésente, ce vert qui domine partout. Alors on continue de monter, mais je passe toujours au-dessus de l'eau, comme ça en cas de problème, on se pose. Nous sommes ici, juste au-dessus d'un affluent du fleuve Maroni. Alors ça, c'est les marais Kossuth. C'est un labyrinthe de rivières sur une espèce de savane inondable. Ça, c'est protégé naturellement parce que c'est infranchissable. Plus la végétation est basse, plus c'est difficile d'y passer. Plus les arbres sont hauts, plus on peut marcher dessus. Tout au long de cette sortie,
nous survolons quantité de marais, de lagunes et de mangroves, des écosystèmes difficiles à pénétrer. Ici, c'est originel, c'est une des plus vieilles forêts du monde. Comme toutes les forêts tropicales, humides, ici, il n'y a pas de saison. La particularité des arbres en Amazonie, c'est qu'ils ne fleurissent pas tous en même temps. C'est une espèce qui va fleurir, et puis après une autre espèce et une autre espèce. Comme ça, ils se gardent les animaux pollinisateurs. Il faut voir la nature, ce qu'elle est capable de faire. C'est impressionnant. Marc d'Abrigeon ne se lasse pas de ces paysages. Mais il n'est pas le seul. Aujourd'hui, cette forêt fascine des dizaines de chercheurs qui se passionnent pour cet écosystème qui reste encore bien mystérieux. Géraldine de Roire est experte en écologie forestière. La forêt tropicale, c'est fascinant. Enfin, c'est une forêt qui est extrêmement riche, avec un ensemble de processus qui sont assez complexes. Il y a toujours à apprendre. Il y a un côté fascinant, il y a un côté apaisant, on s'y sent bien. Je pense que c'est quand même ça qui a poussé beaucoup d'entre nous à nous intéresser à ces forêts-là aussi, c'est qu'il y a un certain attachement à cette forêt, quoi. Le site de Parakou est un laboratoire à ciel ouvert. Il est situé à 50 km environ de Kourou et du centre spatial. Géraldine de Roire est accompagnée par deux vieux routards de la forêt guyanaise. Pascal et Richard ont passé une grande partie de leur vie dans la jungle, cet univers si singulier. Donc là, on rentre en forêt. C'est une ambiance complètement différente. L'acoustique n'est pas la même. Vous connaissez chaque bruit? Non. Plus on avance, plus les sons évoluent. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Il faut absolument suivre les layons, ces chemins qui balisent la forêt. Là, on arrive sur la parcelle 6. On a pris le layon qui nous conduit de la piste à la parcelle. Et puis, par contre, pour faire de l'inventaire, pour aller mesurer les arbres, on va quitter le layon et puis on va rentrer sur la parcelle. Une parcelle parfaitement délimitée qui fait 1 hectare, où l'équipe vient chaque année relever la taille et la croissance des arbres. « 78. » Ok, c'est bon. Leur travail est colossal, chronophage et quelque peu répétitif. 102. 7, 73. 51. 51, ok. Là, on conduit l'inventaire, donc on remesure les arbres. Donc tous les arbres qu'on voit ici, tous ceux qui ont un trait de peinture, ils font plus de 10 cm de diamètre à hauteur d'homme. Et donc tous ces arbres-là, on passe les mesurer tous les ans. On les connaît aussi, on sait où ils sont localisés sur une carte. Et donc chaque arbre est suivi tous les ans. On a son espèce et on vient le remesurer tous les ans, ce qui nous permet de voir la croissance de l'arbre. On va aussi noter ceux qui disparaissent, ceux qui sont morts. D'habitude, pour une telle mission, l'équipe est bien plus nombreuse. 123. 123. Sur Parakou, on suit à peu près 120 hectares de parcelles permanentes, comme ici, là, où tous les arbres sont répertoriés et mesurés. Et quand on fait un inventaire complet, ça prend 6 mois de travail pour une équipe de 8 personnes. Ces données constituent un trésor et surtout une base pour mieux comprendre le fonctionnement de cette forêt tropicale humide. C'est vraiment un travail énorme, mais qui produit un jeu de données qui est exceptionnel et qui est indispensable à la compréhension du fonctionnement de la forêt et comment elle répond aux perturbations, et notamment faire des prédictions sur ce qui va se passer avec les changements climatiques. À 65 ans, Pascal a passé la majorité de sa vie ici. Il reconnaît tous les arbres. Sur le site de Parakou, créé en 1982, il y a plus de 700 espèces d'arbres différents. La métropole, en comparaison, ne dispose, elle, que de 150 variétés. Quel âge il a, cet arbre? Alors, vu la hauteur, je dirais 300 ans. On le voit aux cicatrices des feuilles, puisqu'on sait qu'il fait
une feuille par an. Donc on peut savoir exactement son âge. Et donc ça fait qu'il fait 1 mètre par siècle. La forêt guyanaise appartient à un écosystème mondial, un échiquier planétaire où tous les espaces sont de véritables mines d'informations. Des parcelles comme ça, il y en a d'autres endroits dans le monde. Et en mettant les données en commun, on va pouvoir observer ce qui se passe à une plus grande échelle, en fait. On va plus être à l'échelle juste d'un site, mais on va pouvoir comparer les sites entre eux et dire des choses sur des échelles plus larges, à l'échelle de l'ensemble des tropiques, des forêts tropicales, ou à l'échelle de l'ensemble des forêts du monde. Au même moment, un peu plus loin, Benoît Burban grimpe au sommet de la Tour des Flux. Elle fait partie du dispositif d'étude de la forêt. Le technicien se rend au-dessus de la canopée. Un belvédère où seules les personnes autorisées peuvent se rendre. Donc voilà, on arrive en haut de cette tour là qui fait 55 mètres de hauteur. Et donc on est 20 mètres au-dessus de la canopée. Et donc c'est quand même un fabuleux bureau. Là, c'est splendide. C'est tous ces petits brocolis, là, comme on dit souvent, et ces différentes teintes de vert, et on s'en lasse pas. On peut monter plusieurs fois par jour, d'ailleurs, suivant les expérimentations qu'on a à faire. Et hormis le côté sportif, c'est toujours très, très, très agréable. À perte de vue, la forêt, c'est le plus vert des territoires européens. C'est très joli, d'ailleurs, à voir les épisodes pluvieux, parce qu'en fait, vu l'espace qu'on a, en fait, on voit la pluie arriver. Donc, en général, on a le temps de descendre, mais parfois, on peut rester coincé, donc on attend que la pluie s'arrête, et ensuite, on descend pour des raisons de sécurité. La tour est un concentré de technologie high-tech. Donc ici, on a une caméra qui permet de prendre des photos, une caméra thermique. Ici, un capteur de température, humidité de l'air, la vitesse, direction du vent avec la girouette. Et ici, la quantité de pluie, donc un pluviomètre qui permet de comptabiliser chaque demi-heure la quantité d'eau de pluie qui tombe au niveau du sol. Ici, on trouve l'élément le plus important du dispositif. On a un capteur qui mesure le CO2 et l'eau. On fait ça sur une échelle d'une demi-heure, on appelle ça un flux de CO2 ou d'eau. Et on le fait 48 fois par jour, 365 fois par an, et depuis maintenant presque 20 ans. Ces mesures sont prises depuis 2004. C'est une base de données fiable, unique au monde. En effet, la température, elle augmente, et donc elle va augmenter apparemment de manière plus importante. Et cet écosystème qui est la forêt tropicale humide va avoir des processus qui vont être modifiés et de manière irréversible. Donc ça, c'est une catastrophe et ça va avoir des enjeux majeurs pour l'homme. C'est la principale question aujourd'hui. Comment cette forêt va-t-elle réagir au réchauffement en cours? Nous retrouvons l'équipe de Géraldine de Roard. Cette forêt, dans laquelle nous avançons péniblement, est particulièrement bien préservée. Quelle richesse! Et cette richesse, elle joue sur le fonctionnement de la forêt, en fait. Il y a des études qui montrent que des forêts qui sont plus diverses, qui ont plus d'espèces, c'est des forêts qui sont à la fois plus productives et des forêts qui peuvent être aussi plus résilientes. Donc qui vont répondre d'une meilleure manière aux perturbations, et notamment aux perturbations des changements climatiques. Mieux répondre à la menace, certes, mais la question est de savoir jusqu'où elle peut résister, jusqu'à quelle température. Les signes ne se voient pas au premier coup d'œil, mais la forêt commence à souffrir. Donc ici, on a un arbre qui est mort. Richard, tu peux me prêter ton couteau? Donc ouais, ici, on voit bien que l'écorce se détache. Et cet arbre, il est mort parce qu'il a eu un problème, et ce problème, ça peut être un manque d'eau. Avec les changements climatiques et avec l'augmentation des saisons sèches et de leur intensité, on risque d'avoir une mortalité de ce type qui va augmenter, ouais. T'as vu les champignons, là? Ah ouais. Un arbre qui est mort, ça abrite pas mal de choses qui profitent de ça. La forêt agit comme un poumon, sauf qu'elle rejette de l'oxygène et absorbe du CO2. Ce CO2, c'est aujourd'hui le carburant qui fait augmenter la température planétaire. Donc là, cette forêt, en plus d'être belle, elle est extrêmement importante pour l'atténuation des changements climatiques, parce que la forêt, c'est un stock de carbone. Sur un hectare ici, on peut avoir un stock de carbone dans la partie des arbres qui est au-dessus du sol, qui peut être de 100 à 200 tonnes par hectare. Et donc, ce qui est extrêmement important pour éviter d'accentuer les changements climatiques, c'est de conserver ce stock, de le garder dans la forêt. En stockant le carbone, la forêt tropicale évite à la planète d'être en surchauffe. Mais que se passera-t-il dans les années qui viennent? Arbre 810, mort couché. Ok, donc on a un chablis ici.
Un chablis, c'est ça, c'est un arbre qui tombe et qui, en tombant, crée une ouverture dans la forêt. Ce genre de mortalité, on va l'observer surtout quand il pleut, parce qu'en fait, vous voyez que le système racinaire, il n'est pas profond. Et donc, quand les sols sont particulièrement gorgés d'eau, ça déstabilise l'arbre. Et s'il y a un coup de vent, on va avoir des chutes d'arbres comme ça. Et avec les changements climatiques, comme on va avoir à la fois une augmentation des épisodes secs et une augmentation des pluies plus intenses, on risque d'avoir une augmentation de ces deux types de mortalité. Ça, c'est inquiétant, parce que s'il y a plus d'arbres qui meurent, potentiellement, on va perdre de la biomasse forestière, donc du stock de carbone. Et donc, la forêt peut perdre son rôle de puits de carbone et devenir une source de carbone. Quand un arbre meurt, il se décompose et rejette ce carbone. À l'échelle d'une forêt, c'est le pire des scénarios. Celui qui est le plus redouté par les climatologues. C'est hélas le plus probable. 255 chercheurs du monde entier ont travaillé sur toutes les forêts tropicales humides de la planète. Leurs conclusions sont sans ambiguïté. Cette étude a montré que jusqu'à une température en moyenne annuelle, des températures diurnes, c'est-à-dire des températures mesurées pendant la journée, jusqu'à 32 degrés, on a une quantité de carbone sur la forêt qui est à peu près stable. Par contre, si on passe ce seuil des 32 degrés, on risque d'avoir un point de bascule à partir duquel les forêts vont se mettre à avoir des flux sortants qui sont plus importants que les flux entrants. Et donc, du coup, ces forêts vont se mettre à émettre du carbone, à déstocker leur carbone. Vous me dites là, c'est très inquiétant. Mais c'est inquiétant, oui. La grosse inquiétude, en fait, c'est ces points de bascule qui font qu'on a des effets d'emballement une fois qu'on passe ces points de bascule. En tout cas, la forêt ne serait plus un élément qui atténue les effets des changements climatiques, mais si elle déstocke du carbone, ça va les exacerber. Donc on va avoir des choses qui s'emballent, ouais, effectivement. Ça, c'est grave. Oui. Ça accentue le changement climatique, effectivement. Avec des conséquences encore plus violentes. C'est un effet d'emballement, vraiment. Quelques jours plus tard, Sylvie Retailleau, la ministre de la Recherche, fait sa première sortie en Outre-mer. Elle choisit la Guyane et le site de Paracou. Dans la vraie vie, on va dire. On sait qu'à 32 degrés la journée, il se pourrait que la forêt guyanaise se transforme. Alors moi, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, effectivement, en moyenne de 32. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est une moyenne, etc. Et que des études peuvent montrer que justement le stockage du carbone peut vraiment changer par rapport à une moyenne de 32 degrés. Donc, c'est aussi ces impacts-là qu'on demande à avoir. Ça veut dire que ça... De toute façon, on sait que ça peut exploser la température. Alors, c'est dramatique. C'est bien pour ça qu'on demande des données et des prévisions de données pour savoir comment on agit. Mais ne faut-il pas agir dès maintenant? Il faut être assez lucide pour voir que c'est urgent de faire quelque chose, mais pas pessimiste au point de dire on est tous foutus et il n'y a plus rien à faire et on ne fait plus rien. Il faut dire qu'ici en Guyane, on fait le maximum pour préserver cette forêt avec une politique de faible impact. Comment? Nous allons suivre les pas de Guillaume Thiebaud. L'agent de l'ONF, l'Office national des forêts, se rend sur un site d'abattage aux pratiques durables. En Amazonie, la forêt guyanaise est la forêt où l'on exploite le moins les arbres. Donc là, on est sur la RN2 qui amène à la frontière brésilienne. Sans cette route qui a été construite il y a 20 ans, il faut avoir conscience qu'on ne pouvait pas faire d'exploitation forestière. C'était trop compliqué de sortir les bois, il y avait des rivières à traverser, ça n'était qu'un simple chemin, une simple piste. Donc cette route a été indispensable au développement de l'activité forestière ici. Ce long rouleau de bitume d'une centaine de kilomètres court jusqu'à Saint-Georges de l'Oyapock, à la frontière brésilienne. Financé par l'Union européenne, rien n'a été laissé au hasard. Le long de cette RN2, on a créé 11 corridors écologiques qui permettent à la faune, aux insectes, aux grenouilles de traverser d'un côté de la forêt de l'autre sans se faire écraser, tout simplement. Pour se rendre sur le site d'exploitation, il faut quitter la route. Le voyage est alors plus chaotique. Heureusement, l'agent de l'ONF dispose d'un véhicule tout-terrain. Ce chemin forestier vient juste d'être réalisé. Il ne servira qu'au transport des bois d'œuvre vers la scierie. 3 à 4 jours par semaine, Guillaume est en forêt où il supervise les coupes d'arbres et contrôle que le cahier des charges de l'ONF est bien respecté. Même si le nombre de coupes de bois autorisées augmente chaque année, l'exploitation forestière reste raisonnée et surtout marginale. L'idée est de réduire à tout prix
les importations de métropole et d'ailleurs. Bon, on est arrivé au bois qu'on doit abattre. C'est bien le numéro, le 1399 qui est sur le GPS, c'est un angélique. Celui-ci doit faire au moins 35 à 40 mètres. Donc avec le houppier, on a une grume nette de branches qui doit faire au moins une vingtaine de mètres là. Là, il doit nettoyer parce qu'il y a parfois un petit peu de silice qui est contre les arbres de la terre, qui va désaffûter la tronçonneuse. Nous, notre rôle aussi à l'ONF est de venir contrôler en forêt que la qualité du travail soit respectée, de ne pas blesser, de ne pas impacter trop la forêt, tout simplement pour que les générations futures, quand elles reviennent, retrouvent les mêmes ressources auxquelles on bénéficie. Une fois que le bois il est à terre, je mets le GPS à la direction qu'il est tombé. On met un drapeau bleu pour les bois abattus. Et puis je mets le numéro 1399 et je mets l'initiale du bois qui s'appelle Angélique, AG. Franchement, lui, il va venir attaquer. Non, mais sinon, tu t'embêtes pas, tu prends celui d'à côté, là-bas. Hein. Chaque arbre a été sélectionné par une autre équipe de l'ONF. Sur chaque parcelle, seules 6 tiges, 6 arbres peuvent être abattus. En tapant le bois avec le sable, on peut savoir s'il est creux ou pas creux. Mais on le perce quand même pour avoir la confirmation. Si un bois est uniquement creux, on ne va pas le couper juste pour le mettre au feu. Il faut qu'il y ait toujours une partie qui soit valorisable pour le bois de construction. Il est un peu creux quand même. La tronçonneuse a avancé d'un coup d'un seul, donc ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un endroit où c'était creux quand il a sondé le bois. Et bien effectivement, là, c'est plutôt un bois qui va être difficilement valorisable en bois d'œuvre et qui va partir en bois énergie. Donc c'est là l'équilibre et c'est là où on cherche à progresser, où on cherche à tâtons, à faire progresser le modèle et à s'améliorer et à éviter de couper du bois uniquement pour le bois énergie. Ce bois sera transformé en copeaux pour être brûlé dans une centrale de production électrique. Guillaume travaille dans cette région depuis 2018. 4 ans déjà, où il a pu constater l'évolution de la météo. Pour lui, pas besoin d'être un expert pour voir la multiplication des phénomènes extrêmes. Et on rencontre de plus en plus de difficultés avec la pluviométrie. On parle de réchauffement climatique, mais ici en Guyane, pour l'instant, le phénomène qui se passe, c'est plutôt une augmentation de la pluviométrie, contrairement à d'autres zones sur Terre qui s'assèchent. Nous, ici, le problème, c'est l'augmentation des pluies. Une hausse impressionnante. Là où on était à 4 mètres d'eau par an en pluviométrie en moyenne, en 2021, année très pluvieuse, on a pris 6 mètres d'eau sur l'année entière, ce qui est vraiment beaucoup. La mission se poursuit un peu plus loin. Ici aussi, rien ne se perd. Tous les exploitants doivent nettoyer le bord des chemins et ramasser les déchets verts qui serviront à la centrale électrique. Thierry Deneville, un ancien militaire qui dirige cette entreprise, respecte à la lettre le cahier des charges de l'ONF. Avec son équipe, sur chaque chantier, il ramasse tous les bois morts, pas de déchets. Coupés en morceaux, les copeaux seront utilisés pour produire de l'énergie. Conscient de l'importance de cet écosystème pour la Guyane, pour l'Amazonie, mais aussi et surtout pour la planète entière, l'exploitant intervient sur chaque coupe en essayant de faire le moins de dégâts collatéraux. Et on se doit de ne pas abîmer la forêt, ce n'est pas le but. C'est-à-dire qu'on récupère ce bois tout en faisant attention de ne pas blesser les arbres qui sont debout. Pour lui, la forêt est un espace vivant, il faut en prendre soin. C'est sa philosophie et son rapport aux arbres est plutôt singulier. Cette forêt est très grande, mais en réalité elle est très fragile. Un arbre qui tombe et qui en frotte un autre va certainement le blesser ou voire mortellement blessé. C'est-à-dire l'arbre va crever parce qu'il a été écorché sur une grosse surface
Notre métier s'apparente plus à des cueilleurs. Nous sommes des cueilleurs dans le domaine forestier permanent. Il n'y a pas de coupe rase. On ne fait que recueillir que 5 bois par hectare. C'est vraiment de la cueillette. Et donc, on doit cueillir sans abîmer les branches. Voilà. On a besoin des cerises, mais pas des branches. Ici, pas question comme en métropole de faire des coupes rases. Ces coupes qui consistent à abattre tous les arbres d'une même parcelle. Les rotations qu'on a prévu de faire sont de l'ordre de 60 à 80 ans. Donc les bois que Thierry va couper aujourd'hui, ce ne sera plus lui, ce sera probablement ses enfants ou ses petits-enfants qui reviendront pour faire de l'exploitation forestière en Guyane. Ici, on privilégie une approche plus délicate qui répond à une politique de gestion à long terme. La forêt est un bien commun, un héritage pour les générations futures qui devront aussi appréhender la hausse des températures et ses effets, à moins que le dérèglement climatique ne prenne tout le monde de vitesse. Nous, on cherche à mettre en place une exploitation faible impact qui va chercher à vraiment limiter l'impact sur la forêt de nos activités et de l'alimentation de la Guyane en bois. Mais le problème est plus grand que ça, puisque y a la fameuse question du réchauffement climatique et du seuil des 32 degrés à ne pas dépasser. Si ce seuil est dépassé, les conséquences, on ne connaît pas bien les conséquences qui auront lieu sur la forêt et tout ça, ça fait peur, quoi. Ça fait que tout notre modèle et tout le côté durable de notre exploitation risque d'être mis en cause. Il y a des jours où ça devient compliqué, où on se demande si ce qu'on fait, ça a du sens, est-ce qu'on va dans le bon sens. Si, il y a des jours où c'est pas toujours évident, mais bien souvent, on essaie de garder la foi et de continuer d'avancer. On peut pas regarder derrière et se lamenter sur son sort. Il faut essayer de trouver des solutions, tout simplement. La Guyane vit au rythme des saisons. Petites pluies, moussons et périodes sèches alternent. Un cycle qui paraissait immuable, mais depuis quelques années, le climat est complètement bouleversé. Nous partons à l'intérieur des terres, dans la commune de Grand-Santi. Une commune qui s'étale tout au long du Maroni sur près de 70 km. 153 villages sont installés sur la rive droite. Quand on évoque Grand-Santi, on parle d'un petit havre de paix où la vie s'écoule au rythme des pirogues qui vont et viennent chargées de matériaux et de matériel en tout genre. On dit ici que les eaux du fleuve coulent dans les veines des 8000 habitants de la commune. Un long fleuve tranquille jusqu'aux premières crues de 2020 qui se sont répétées les 2 années suivantes. Félix Dada, le maire, n'en revient toujours pas. Les villages là étaient complètement inondés. Complètement inondés. Et même la maison, la petite maison verte sur Pilotis, l'eau est rentrée dedans. Et alors, tous les biens étaient dans des pirogues. Vous imaginez? Les gens dormaient dans les pirogues pour surveiller leurs biens, avec les enfants, dans les pirogues. Non, mais c'était impressionnant. Sur la commune de Grand-Santi inondée, l'accès ne peut se faire qu'en pirogue. Plus d'eau potable, ni d'électricité. Ses habitants ont mis à l'abri tout ce qu'ils pouvaient. Plus de 2 mois à ce rythme, les populations n'en pouvaient plus. Si on est inquiet parce que justement maintenant on n'a plus de saison, il pleut tout le temps. Ouais, il y a 10 ans c'était pratiquement ici. Donc quand on regarde ici c'est pratiquement 30-40 mètres. Il y a des zones où c'est vraiment 40 mètres, c'est ce qu'on a perdu. En plus qu'on a la voirie béton qui passe juste à 8 mètres de berge. Si on perd cette partie de voirie, ça veut dire qu'on perd aussi tous les réseaux primaires, l'eau, etc. Là, on récupère les dalles des maisons abandonnées pour stabiliser un peu le berge. Bon, c'est pas esthétique, mais quand même, c'est efficace. Moyen de fortune pour gérer dans l'urgence un fléau qui risque bien de se reproduire. C'était jamais vu. Peut-être que c'était exceptionnel, on ne sait pas. Avec le changement climatique? Oui, ça risque de revenir, donc c'est pour ça que plutôt les maisons qui sont vraiment au bord du fleuve, moi je pense qu'il faut le mettre ailleurs. Il faut trouver un système, quoi. Ça devient vraiment compliqué pour nous, cette histoire d'inondation. D'autant plus compliqué que les villages les plus vulnérables se trouvent loin du bourg et des services de secours. Pour
s'y rendre, mieux vaut une pirogue avec un moteur puissant et surtout un pilote expérimenté qui connaît les pièges du Maroni. Et ils sont nombreux. Tout déplacement est long et parfois impossible à cause des crues. Ici, comme sur la plupart des rives du Maroni, les habitants appartiennent à la communauté Bushinengue. Originaires d'Afrique, ils sont installés également dans le Suriname voisin. Ce hameau est situé à 40 km du bourg de Grand Santi. En 2020, l'eau est arrivée là, et en 2022, c'est arrivé là. Ben là, ils ont mis les matériels en hauteur, là, pendant les inondations. Les villages alentours étaient noyés sous 1 mètre d'eau boueuse. Impossible de se déplacer, faute de carburant. Les habitants étaient coupés du monde et des secours pendant près d'1 semaine. Et vous savez qu'ici, il y avait de l'éclairage avant, hein, solaire. Pratiquement 1 million d'euros étaient investis ici il y a une dizaine d'années. Et avec les inondations, tout est parti en ruine. Impossible d'investir dans une nouvelle centrale électrique. Trop risqué. Le maire veut restreindre le nombre de hameaux et limiter ainsi la vulnérabilité des populations. Ici, on est à Pagui. On est en France, en Guyane. Une commune qui s'appelle Grand Santi. Au XXIe siècle, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Et je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons faire cela. Bonjour, madame. Mais comment convaincre toutes ces familles de quitter ces terres léguées par leurs aînés? C'est notre bien. Il appartient à notre famille depuis des générations. On ne peut pas l'abandonner comme ça. Bâtir une maison ailleurs, pourquoi pas, mais pas maintenant. Pousser les familles à traverser le fleuve, c'est juste une petite centaine de mètres. Pour certains, ce n'est rien, mais pour elles, c'est beaucoup. Les gens, ils ne refusent pas de partir, hein, mais c'est un peu sacré parce que, tu sais, chez nous, chez le Bushinengue, quand le parent laisse un héritage, il faut le garder. Ces gens-là, ce qu'ils demandent, c'est avoir un lieu où dormir, où habiter, de l'eau, de l'électricité. Puis voilà, c'est ça la vie, en fait, dans un campo. Mais sincèrement, moi, j'adore cette vie-là. Sincèrement, vivre dans un campo, pour moi, il n'y a aucun souci. Félix Dada est convaincu qu'il faut éviter des drames humains. Jusque-là, les inondations n'ont pas fait de victimes. Mais qu'en sera-t-il demain? Pour le maire, plus question de vivre au bord de l'eau. Voilà, là, on est bien à l'école de Apagui. Donc la cantine que tu vois là, en avril-mai, la cantine était inondée. D'ailleurs, tu vois les traces hein, sur le mur encore. Donc, tout ça a été inondé. C'est pas rentré dans l'école, mais c'était quand même limite. Et les enfants ne pouvaient plus aller à la cantine parce que c'était inondé, quoi. La cantine sera reconstruite plus haut. Elle sera plus grande pour accueillir tous les enfants qui vivent à une quinzaine de kilomètres à la ronde. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, c'est bien. Donc ces enfants-là, ils viennent de partout. Hein. Ils viennent d'Amont, de Laval. Bonjour les enfants. Ça va? Vous avez bien mangé? Et demain matin, il faut vous lever tôt pour venir à l'école. Hein? OK? Il faut venir à l'école tous les jours. OK. Il y a des enfants qui prennent la pirogue à 6 heures. À 6 heures parce qu'ils arrivent en pirogue. Et surtout, pour la saison sèche, c'est compliqué pour eux. Donc, dites-le, les horaires des écoles aussi, c'est en fonction. Tu vois, l'eau est arrivée là. L'eau est arrivée là. Moins vulnérable, c'est le mot d'ordre de Félix Dada qui souhaite faire de cette expérience un modèle pour les autres zones les plus sensibles. Aujourd'hui, les mots d'ordre, c'est quoi? C'est que, est-ce que ça sera mieux que où on est là-bas? Ben, moi, je dis oui, dans la mesure où on travaille pour qu'on puisse avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est déjà dit mieux. Et c'est ce que tout le monde cherche. L'idée est de recréer la vie du village d'en face, ici, sur les hauteurs, sur ce terrain vallonné. Pas besoin de raser la forêt, l'espace existe. Il faut juste le viabiliser. Quand les autres vont voir l'attractivité, c'est là qu'ils vont commencer à venir. C'est pour ça que nous, on ne met pas la pression sur les gens. On les accompagne, on dit, écoutez, ici, ça sera mieux. Eux-mêmes, ils voient la raison. Tout autour ici, il y aura des maisons. Donc, on va faire les accès pour qu'on puisse tirer les réseaux d'eau potable et d'électricité pour que les gens puissent avoir un confort quand même.
Tout au long du fleuve, Félix Dada a répertorié les villages qu'il faut relocaliser au plus vite. Dès que l'on s'approche de la rive, on voit les berges complètement érodées. D'où l'importance pour le maire de créer des sites pilotes moins exposés aux colères du fleuve. Ici, l'école vient juste d'ouvrir après des mois de chantier. Bonjour les enfants. Ça va? Ok. Et puis sur la ligne, tu dois faire comme la maîtresse. C'est pas comme ça, là c'est pas bon. Regardez. Quand tu crées une école, en fait, tu crées de la vie. Et à partir de là, les familles vont s'installer parce qu'ils savent qu'une école, une fois que c'est créé, c'est la base. Et à partir de là, nous allons travailler sur l'électricité, sur l'eau, sur tout ce qui va autour de l'école, sur les terrains de sport, les aménagements pour les logements. Donc à partir de là, c'est une bonne idée. C'est notre slogan, hein, patience et détermination. La patience et la détermination pour vraiment valider les choses. Volontariste, Félix Dada travaille main dans la main avec les services de la préfecture. Pour lui, il faut se préparer au pire avec des crues de plus en plus fortes et récurrentes. Il construit ici un hangar pour répondre aux besoins élémentaires des sinistrés. Alors ici, c'est un local qu'on a dû construire parce que dans le cadre de travail avec la sous-préfecture, on aura un fonds pour stocker des denrées alimentaires non périssables. Donc ces bâtiments seront dédiés à ça. C'est pas loin du fleuve, c'est pas en zone inondable, on a bien rehaussé. Comme ça, quand les denrées arrivent, on va les stocker ici pour pouvoir les dispatcher sur le territoire. C'est de la prévention. La saison des grandes pluies arrive à grands pas. Partout dans les hameaux, les chantiers s'accélèrent. Une course contre la montre pour limiter les risques. En Guyane, l'eau est un fléau qui peut prendre différentes formes. Côté mer, les jours de grande marée, l'océan s'infiltre à l'intérieur des terres. On le voit ici, lors de la dernière submersion marine dans la commune d'Awala-Yalimapo, au nord-ouest de la Guyane. La plage n'est plus que l'ombre d'elle-même. En quelques années, elle a reculé de plus d'une centaine de mètres. Un travail de sape qui détruit aussi les champs agricoles. Ces rizières ont dû être abandonnées. Territoire envahi par l'eau salée qui ne fait pas de quartier. En cause, le banc de vase qui s'éloigne. Pour bien comprendre le phénomène, il faut remonter à la source, au Brésil, où le fleuve Amazone charrie des tonnes de sédiments qui longent la côte, la Guyane d'abord, puis le Suriname et le Guyana. Long de plusieurs kilomètres, il donne cette couleur marron bien loin des eaux cristallines des Caraïbes. Leur rôle est pourtant important. C'est un travail d'arpentage en milieu mouvant. Actuellement, on est en face d'un envasement massif, il y a un banc de vase. C'est pour ça qu'il n'y a aucune vague. On a l'impression en fait, d'avoir une grande vasière très longue et très étendue. Et ça, c'est uniquement la vase qui découvre à marée basse, mais il faut imaginer qu'il y en a encore des dizaines de milliers de kilomètres cubes qui s'étendent à plusieurs kilomètres large. C'est le banc de vase qui dicte sa loi. Quand il est présent, il empêche la houle et les vagues de venir éroder la plage. Mais dès qu'il disparaît, il n'y a plus aucune protection et la mer s'infiltre dans les rues. Avec la montée des eaux, le phénomène va s'amplifier. C'est François Longueville qui dirige la mission. L'objectif final, c'est vraiment de faire à 2 dates différentes un levé topographique pour voir comment la plage a évolué entre 2 dates. Combien de sable s'est déplacé, ou combien de sable a été perdu, ou combien de sable a été gagné. L'érosion est directement liée au banc de vase qui bouge à près de 3 km/h chaque année. Cette plage ici bouge très très rapidement en fonction des houles qui viennent et on a eu un recul de la position du trait de côte d'environ 15 mètres en un an à ce niveau-là. Et en Guyane, ça peut reculer de combien?
Alors, en Guyane, c'est impressionnant. On a pu avoir un recul de plus de 100 mètres par an. C'est ce qui est énorme. Pour obtenir ces informations, l'équipe du BRGM sillonne les sites les plus fragiles du littoral, d'Awala Yalimapo à Cayenne, la capitale en passant par Kourou. Cette ville, sortie d'une zone vierge de toute habitation, a été construite à l'arrivée du centre spatial. Il suffit de regarder ces photos aériennes. Celle-ci est prise en 1965. Que de la forêt et de la mangrove à perte de vue. Celle-là, en 2020. Une urbanisation vertigineuse. Aujourd'hui, à certains endroits comme ici, il faut se protéger des dangers de l'érosion. La plage a bien reculé et elle est allée vite. On voit tous les enrochements là, qui sont sortis. Et il y a même les stabi-plages. Les stabi-plages, ils étaient là avant dessous. Et ils n'ont pas tenu, ils se sont tous déstabilisés. Ça allait très très vite. On est venu en septembre et de nouveau le sable est reparti vers là-bas. Typiquement, on voit comment ils construisent les enrochements. Celui-là, il est tombé. Il était installé plus haut et la mer a fouillé. Et puis il s'est déstabilisé et puis il a roulé. François Longueville est accompagné ici d'un pilote de drone. À tous, on commence le premier vol sur la première zone. Technologie légère et de pointe, le drone permet de prendre des photos du trait de côte qui, d'année en année, évolue à une vitesse folle. C'est important que ces levées soient pérennes dans le temps, parce que ça nous permet vraiment de suivre l'évolution sur une échelle longue. Et non, c'est pas rébarbatif, puisque la plage, elle change tous les jours. Elle change tellement vite qu'à chaque fois qu'on revient sur le terrain, on voit quelque chose de nouveau. Donc non, c'est passionnant. C'est passionnant. Aujourd'hui, 27 000 habitants environ vivent à Kourou. Et pour certains, le bonheur est en bord de mer. Martine Rouault a débarqué ici au début des années 90, dans une maison qu'elle a entièrement réaménagée. La porte est toujours ouverte. Donc les copains peuvent passer, on se met au bord de la mer, on discute un peu avec tout le monde. C'est génial, quoi. On ne connaît pas les gens, on se dit bonjour, et puis des fois on discute un peu, on peut même boire un verre et tout, c'est super. Ça va, Seb? Oui. Tranquillos. On va aller directement sur la plage. Ah bah là. Et nous voilà sur la plage. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un joli coin de paradis quand même. Ouais, regarde comme c'est beau. Beau, mais d'une grande fragilité. Toi, il y avait la route là? Oui, il y avait la route et 5 rangées de cocotiers. C'est pour vous dire que ça a avancé en 2 ans, ça a avancé très très vite. Je ne sais pas combien de mètres il y a eu, Sébastien. Moi, depuis que j'ai perdu la maison, là, on a perdu 35 mètres. Hein. Ah, ouais. Quasiment la longueur d'un gymnase. Sur cette photo de 1991, on voit que la mangrove est étalée sur plus d'1,5 km. Lentement, mais sûrement, elle a disparu avec le banc de vase. En fait, il y avait de la mangrove partout. On ne voyait pas les îles, il n'y avait pas la mer, il y avait des gros arbres. Et donc on s'est dit, c'est pas possible, la mer ne va pas arriver jusque-là. Et puis là, je vous dis, c'est une accalmie, tant que le banc de vase est là, mais après ça va. Il y avait des grosses vagues, il y avait un spot de surf à un moment. Ouais. Les vagues, on ne comprenait pas tout d'un coup, des vagues énormes. Donc ça peut revenir. Donc s'il y a des vagues de 3-4 mètres, je peux vous dire que ça va... Même si on enlève 1 ou 2 rangées de maisons, il va falloir ça va quand même avancer. Il faut trouver une solution. Je sais pas. Trouver une solution pour que les événements du 21 février 2016 ne se répètent. Ce jour-là, le coup de mer est d'une rare violence. Une catastrophe que personne ne peut oublier. D'autant que pour protéger les populations d'une nouvelle submersion, la mairie décide dans l'urgence d'installer ces sacs remplis de sable. Il y en a partout. Normalement, ils auraient dû être retirés 1 an après, en 2017. Tous des piottes. Tout. On le voit, voilà. Celui-là, je pense qu'il va pouvoir partir gentiment à la déchetterie. Parce que la mairie dit que c'est impossible à faire. Voilà les déchets. Et la mairie, que dalle. La mairie nous dit, ici, c'est la région nous dit, demandez à la mairie, c'est la bande côtière. Et donc, c'est un jeu de ping-pong
systématiquement entre les autorités. Et qui fait l'arbitre? Personne. L'Europe ne le fait pas. Et par contre, bah, c'est nous qui subissons. Donc moi, ici, je suis locataire. Donc je subis pas trop. Et tous les propriétaires d'ici, là, ils vont manger. Hein. Ouais, il y en a un, là, encore, là. Celui-là, il est sous le sable. Celui-là, c'est impossible à enlever. Celui-là, il va falloir que j'attende les prochaines grosses marées. Ça va monter ici, ça va les brasser. Je vais peut-être pouvoir l'enlever comme l'autre, là. Sébastien vit dans une maison située juste derrière. Voilà. Il est en première ligne. C'est un peu ma mission. Et... Ah, c'est Sisyphe, hein. À peine qu'on a fini sur un, il faut recommencer sur un autre. C'est vraiment fatigant parce que du coup, c'est un travail sans fin. Ah, celui-là, je pense que je pourrais pas aujourd'hui. Ah non, je pourrais pas celui-là. On vous sent exaspéré. Ouais, carrément. Parce que c'est ça que je vais laisser à ma fille, là. Ça, des poissons remplis de plastique. En plus, ici, on a des tortues. Tortues luttes, tortues vertes, tortues... tout un tas de tortues, là, les imbriquées. Et du coup, bah, elles mangent ces plastiques, hein, je vous dis. Moi, j'ai trouvé un poisson déjà avec des fibres de plastique dedans. On dit se calme avant la tempête, là. C'est là, ça va monter. Quand la mer va monter, ça va monter très vite après. Hein. Que faire maintenant ici, à part peut-être changer d'endroit? Ouais, dire peut-être adieu à ces maisons, là, pour essayer de protéger le reste. Voilà, un vrai travail de gorée. À cette pêche-là, on n'est jamais bredouille. On a toujours quelque chose à ramener. Hein. Un bout de sac, un bout de plastique, un bout de bouteille, des morceaux de filet. Mais quand on n'en a pas, on a toujours un morceau de Big Bag. Hein. Ça c'est une chose sûre et certaine. Hein. Dans quelques années, le banc de vase ne sera plus là. Signe alors que l'érosion va s'accentuer. Surtout avec la hausse du niveau marin de 1 mètre prévue d'ici à 2100. Jean-Paul Malagan dirige le service des risques à la mairie de Kourou. Il sait que la situation va évoluer et continuer à se dégrader. Vous imaginez, ici, il y avait 2 routes. Enfin, 2 routes. On n'a que la moitié de la route qui existait initialement. Il faut imaginer, il n'y a qu'une seule voie. Là, il y avait une 2e voie, puis il y avait même un parking. Hein, tout ça bétonné avec tous les fluides. Et vous voyez, au fond, la route a même fini par disparaître complètement, emportée par l'érosion du littoral. C'est quand même assez saisissant. On est sur le bord de l'eau. Imaginez-vous, dans les années 80-90, il y avait 1,5 km de mangroves devant nous. 1,5 km. Tout ça a disparu. C'est saisissant, c'est spectaculaire. Et c'est inquiétant, c'est préoccupant. Ça fait pas peur, mais il faut s'y préparer. Ça, c'est sûr. Ce jour-là, il vient animer une réunion sur la mise en place d'ouvrages pour freiner la vitesse des vagues et de la houle. Situation, là aussi provisoire. Comment ça va, Arnaud? Donc voilà, ben maintenant on est parti dans le concret, dans l'opération réelle. En fait, on a fait... Les épis en long seraient à ce niveau-là. Les épis en T on les seraient... met Oui, c'est ça. Donc on enlève les big bags là-bas et là-bas. On est d'accord? Selon toi, est-ce qu'on vient remettre derrière un cordon dunaire? Oui, alors les épis tout seuls ne serviront pas à grand-chose. Donc on laisse un cordon, mais cette fois sable de la dune, de la vraie. Oui, de la dune, de la vraie. Un réensablement de la plage et l'installation d'épis qui pourraient ressembler à ça. Jean-Paul sait que ces chantiers ne suffiront pas à conserver les villas sur le front de mer. On pourrait se poser la question, ouais, mais pourquoi ils ont pris la responsabilité de construire ici? C'est qu'à l'époque, quand ils ont construit, on n'était pas au bord de la mer. Hein, la mer était loin encore, très loin. Là, les propriétaires accepteront facilement de partir? Facilement, non. Qui imaginerait et qui ferait croire qu'on quitte, pour certains, toute leur vie, même pour un bon prix, sans que ça fasse mal quelque part. Bien sûr que ça sera une bonne nouvelle pour personne, Préparer le terrain et les esprits pour une relocalisation plus loin, à l'intérieur des terres. Alors qu'il n'y a pas d'autre solution, oui. Je pense qu'ils en ont conscience. C'est pas des abrutis. Donc ils en ont tous conscience.
tous ceux qui sont là, ils ont vécu 2016, ils ont déjà pris des tartes, quoi. Donc ils savent de quoi ils parlent, peut-être mieux que nous d'ailleurs. C'est pas une bonne nouvelle, donc forcément, ils sont pas pressés que ça arrive. Donc faire ce genre de travaux, ça donne une sorte de top départ. Voilà, c'est ça. Une sorte de... Ça y est, on y est les gars, on y est dedans, on commence là. Partir, quitter ce petit coin de paradis, pas facile pour Martine, Sébastien et Nicole, qui ne se voient pas vivre ailleurs. Ce que j'aime avant tout, c'est le côté sauvage, où nous ne sommes pas dérangés par les camions, les voitures, les trains, les avions. La seule chose qui vient perturber notre calme, c'est les fusées qui décollent et qui nous font du bruit et trembler nos maisons. Mais le côté nature, il est unique ici. Voilà, et c'est ce qu'on aime. L'histoire aurait pu se terminer après la tempête de février 2016. Le préfet de l'époque est venu, il a dit au maire de Kourou, tu dégages de rangées de maison. Et on a entendu, enfin il a dit assez fort pour qu'on l'entende. Et le maire a dit non, je ne peux pas faire ça, je vais trouver une solution. Il m'a dit je ne peux pas. Donc ici, j'ai saisi le président de la République Hollande, j'ai saisi Monsieur Macron. Il y a quelques présidents là. Puisque ça veut dire que on apprend dans notre vie qu'il est bien de s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. On aura beaucoup de mal à partir si on nous dit de partir. Voilà. Et on se défendra jusqu'au bout pour rester. Mais si on vous propose une indemnité? Alors l'indemnité, ils seront obligés, mais ça ne remplacera jamais tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a investi. Un crève-cœur. Mais en prolongeant la conversation, on comprend l'attachement de tous ceux qui, comme eux, s'accrochent à cette vie rêvée et à ce territoire qui est aujourd'hui leur terre. Ils n'imaginent pas retrouver de telles conditions ailleurs, sauf Martine, peut-être, qui accepterait de revenir un jour en Bretagne, sa terre natale.